Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle ? Chaque révolution industrielle a pour origine une innovation majeure qui, en quelques décennies, va transformer en profondeur toute l'économie. Elle résulte d'un enchaînement de phénomènes complexes que l'on peut, pour simplifier, regrouper autour de quelques grandes phases. Nous en retiendrons 4. Cette grille de lecture sera utile pour observer les similitudes entre la révolution numérique et les deux révolutions précédentes, mais aussi pour mieux comprendre la place de l'Europe dans cette révolution. La première phase, ou phase de gestation, voit progressivement se former un terreau fertile au changement. Une invention majeure surgit mais ses applications demeurent limitées. Un contexte favorable se met en place. À la fin du XVIIIe siècle, la France s'enorgueillit de posséder de nombreux savants, Laplace, Chappe et Lagrange pour n'en citer que quelques-uns. Pourtant, c'est en Angleterre que naît la révolution industrielle. Les débuts du parlementarisme libéral, le succès des théories utilitaristes de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill et l'intérêt porté au système productif d'Adam Smith, brisent peu à peu les schémas de pensée des siècles précédents. Le mouvement des enclosures transforme en profondeur le monde rural, les anciens espaces communaux font place à la propriété privée. Soudain, les rendements agricoles augmentent et la formation d'un surplus de production favorise une accumulation de capital qui va bientôt s'investir dans l'industrie naissante. Le mouvement des enclosures chasse des terres une main-d'œuvre abondante qui vient former les premiers bataillons d'un prolétariat urbain. Mais en plus de ce terreau fertile, il faut un facteur déclenchant, une innovation majeure, ce fut la machine à vapeur. Un quart de siècle s'écoule encore entre la fabrication des premières machines à vapeur par Watt et Boulton vers 1775 et leur adoption par toute l'Angleterre dans les années 1800. La deuxième phase, ou phase d'éclosion, est marquée par une rupture technologique majeure. L'invention de la période précédente se décline désormais en une multitude d'usages nouveaux qui, en quelques décennies, vont envahir toute la vie économique. Cette innovation, la maîtrise de l'énergie issue de la vapeur pour la première révolution industrielle, déclenche en cascade d'autres innovations. C'est le phénomène bien connu des grappes d'innovation, cher à Schumpeter. Ainsi, la machine à vapeur donne naissance au bateau à vapeur de Fulton en 1803, puis à la locomotive de Stephenson en 1829. La navette automatique remplace la navette à bras, on construit de grandes usines de tissage. En 20 ans, l'Angleterre multiplie par 40 sa production textile. L'exploitation du charbon, indispensable pour produire de la vapeur, est au cœur de cette première révolution industrielle. L'extraction du fer et l'industrie sidérurgique sont les activités les plus proches de ce cœur. Leur essor est rapide, nourri par une demande exponentielle de machines. Cette seconde phase correspond en Angleterre aux années 1800 à 1830. La troisième phase, ou phase d'expansion, voit le cœur et les domaines adjacents se renforcer. Quantité de nouvelles activités apparaissent. Le chemin de fer et le steamer, en assurant l'écoulement de la production de masse vers de nouveaux marchés, sont les vecteurs de cette phase d'expansion. En moins de 20 ans, l'Angleterre se couvre d'un étroit maillage de voies ferrées. Mais cette expansion n'est pas linéaire, c'est aussi l'époque des grandes crises de croissance. Tout le monde veut investir dans les nouvelles technologies. Les épargnants se jettent sur le nouvel Eldorado, les actions des sociétés de chemin de fer explosent. La valeur des entreprises qui les exploitent s'envole pour atteindre des niveaux sans commune mesure avec leur espérance de profit. Le premier grand krach boursier de l'ère industrielle éclate en 1847, 17 ans après l'inauguration de la première ligne de chemin de fer pour voyageurs entre Liverpool et Manchester. S'ensuit une grande vague de faillites de compagnies ferroviaires. Cette première grande crise capitaliste laisse entrevoir ce que sera un siècle et demi plus tard l'explosion de la bulle Internet. Ces crises, pour brutales qu'elles soient, sont vite surmontées. Les anciennes activités survivent mais connaissent d'importantes transformations. Les filatures et les usines de tissage emploient désormais des centaines, voire des milliers d'ouvriers peu qualifiés. La nouvelle organisation du travail fondée sur la division des tâches se généralise. Cette troisième phase couvre les années 1830 à 1860 en Angleterre, le Second Empire en France et le début de l'ère bismarckienne en Allemagne.
La quatrième phase, ou phase de mutation, voit la révolution industrielle se propager à l'ensemble des secteurs de l'économie. Plus rien n'échappe désormais aux nouvelles technologies. Les gains de productivité sont partout. La production explose. Le terme de révolution industrielle, utilisé pour la première fois par Friedrich Engels, prend désormais tout son sens. Il aura fallu 100 ans pour que l'invention de James Watt produise tous ses effets. Les techniques d'extraction du charbon continuent de se perfectionner. Les mines engloutissent une main-d'œuvre toujours plus nombreuse d'hommes, de femmes et d'enfants. La vapeur produit une énergie puissante. Henri Bessemer invente en 1855 le convertisseur qui permet d'affiner la fonte pour produire de l'acier. L'industrie métallurgique se développe. Grâce au train, les grands centres de consommation de toute l'Europe ne sont plus qu'à quelques jours des grandes régions industrielles. Les économies d'échelle sont importantes. Un nouveau cadre juridique favorise cette transformation. C'est l'époque des grands accords de libre-échange et de la mise en place de la société anonyme. Cette dernière phase couvre en Angleterre les années 1860 à 1880. En 1880, l'industrie britannique est à son apogée. 50% de la fonte et de l'acier mondiaux sortent de ses hauts fourneaux, 80% des navires de ses chantiers navals. Retenons ces chiffres, nous verrons que l'industrie numérique n'est aujourd'hui pas loin d'une telle concentration. Un nouveau soleil est né, avec en son centre un cœur en ébullition, le véritable moteur de la révolution. Autour de ce soleil, gravite tout le reste de l'économie. Une nouvelle société s'organise. Figure 1. Le soleil de la première révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle, celle du pétrole et de l'électricité, s'inscrit parfaitement dans les 4 phases que nous venons de décrire. Premier constat, l'avance de l'Angleterre a disparu. Pourtant, si New York s'impose comme la nouvelle ville-cœur, les États-Unis ne connaîtront jamais un écart de développement par rapport à l'Europe comparable à celui dont bénéficia jadis l'Angleterre par rapport au reste du continent. Une nouvelle vague d'innovation majeure déferle dans les années 1860 à 1890. L'exploitation des premiers puits de pétrole en Pennsylvanie dès 1869 et l'invention de l'ampoule à incandescence par Thomas Edison en 1878 sont les 2 dates phares de cette nouvelle phase de gestation. Le nouveau soleil éclot véritablement entre 1890 et 1914, lorsque naissent les grandes compagnies électriques et pétrolières. Les villes sont électrifiées, tandis que les premiers oléoducs acheminent l'or noir vers les centres de raffinage. On produit du goudron à partir de 1890 par un procédé de distillation. L'automobile est née. Elle hésite pendant une dizaine d'années entre la propulsion électrique et la propulsion à essence. L'entre-deux-guerres correspond à la grande phase d'expansion de la deuxième révolution industrielle avec l'essor de la pétrochimie. On fabrique le nylon à partir de 1938, et bien sûr avec la production automobile de masse dont Détroit est le symbole. La phase de maturité débute au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Née du pétrole et de l'électricité, la deuxième révolution industrielle invente alors la société de consommation moderne. Le modèle des entreprises multinationales triomphe, avec la réduction des coûts et des durées d'acheminement des marchandises. L'agriculture et la vie dans les campagnes se transforment radicalement, et de nouveaux secteurs apparaissent comme l'aéronautique et l'industrie spatiale. L'économie numérique, ou la révolution totale. Ce rapide survol des 2 premières révolutions industrielles nous sera utile pour justifier le mot « révolution », afin de désigner les bouleversements causés par notre entrée dans l'ère du numérique. Mais nous verrons combien est différente la nature de cette 3e révolution, et surtout à quel point son moteur se situe loin de la vieille Europe. Il serait hasardeux de dater avec précision le début de la révolution numérique. On peut néanmoins établir sa phase de gestation sur une période d'une 40aine d'années allant de 1950 à 1990. L'invention du transistor en 1947 remplace les tubes électroniques et en constitue le coup d'envoi. Cependant, il faut attendre 1958 pour qu'un ingénieur de Texas Instruments ait l'idée de réunir plusieurs transistors au sein d'un circuit intégré. La puce est née. Aux calculateurs électromécaniques construits dans l'immédiat après-guerre, succèdent les premiers véritables ordinateurs utilisant le langage binaire.
L'invention du langage Fortran par IBM en 1957, abréviation de Formula Translation, représente un premier pas vers la standardisation. Ces ordinateurs restent encore des mastodontes. Il faut juxtaposer un grand nombre de circuits intégrés pour disposer d'une surface de calcul acceptable. En 1971, Intel crée le premier microprocesseur qui permet d'intégrer dans un circuit unique l'ensemble des transistors composant un processeur. La route de la miniaturisation est ouverte. En dépit de ces innovations, l'informatique reste confinée jusqu'au début des années 70 à quelques grandes industries avides d'importantes capacités de calcul, comme l'aérospatiale ou le nucléaire. Les fondements de la révolution numérique se mettent progressivement en place, mais l'impact réel de l'ordinateur demeure limité. Les choses vont changer très vite avec l'augmentation des capacités de stockage. En 1971, IBM lance la disquette magnétique. En 1977, la vente en quelques milliers d'exemplaires de l'ordinateur personnel Apple II de Steve Jobs, un jeune homme de 22 ans, amorce le virage vers le grand public. Jusque-là, l'ordinateur restait l'apanage des grandes entreprises, le matériel était cher et son environnement essentiellement local. Le passage de la phase de gestation à la phase d'éclosion survient au seuil des années 1990. 3 ruptures technologiques majeures viennent alors bouleverser le monde des technologies de l'information et des communications, TIC. Ces 3 ruptures sont concomitantes et étroitement liées entre elles. La première rupture est celle de la numérisation. Dans les années 80, les commutateurs téléphoniques basculent du mode électromécanique vers le mode numérique. Après les réseaux, la numérisation gagne les terminaux et les contenus. Le succès rapide des ordinateurs personnels accélère le passage au numérique de toute une panoplie d'équipements grand public allant de l'appareil photo à la caméra. Pendant cette phase d'éclosion, les supports physiques demeurent pour le grand public le principal moyen de stockage des contenus numériques. La famille du compact disque s'enrichit avec le CD-ROM puis le DVD lancé en 1995. Les disques durs des ordinateurs gagnent en volume de stockage. À la fin de la décennie, leur capacité ne se compte pourtant qu'en centaines de mégaoctets. La deuxième rupture correspond au développement de l'Internet, et plus précisément du protocole IP. On se souvient que l'ancêtre d'Internet, le réseau ARPANET, fut créé au début des années 1970 pour fournir aux chercheurs des universités américaines et au milieu de la défense un moyen de communication ultra sécurisé. En 1972, une première application est mise au point, le courrier électronique. Il faut attendre 1993 pour que naisse le premier navigateur et avec lui, le web moderne que nous connaissons aujourd'hui, ces pages hypertextes sous le format standardisé HTML qui mélange texte, images et liens, ses adresses URL et son protocole HTTP qui permet de communiquer avec les serveurs. C'est seulement vers cette date que l'on commence à s'interroger sur une éventuelle viabilité économique de l'Internet. La connectivité constitue la troisième rupture majeure. Utiliser sa ligne téléphonique classique pour accéder à ce nouveau réseau, c'est comme rouler en trottinette sur l'autoroute. L'immense majorité des accès sont alors limités à 9 kbps, même si certains réseaux d'entreprises fonctionnent déjà sur des débits bien supérieurs grâce à la technologie du transfert de paquets. Il faut attendre 1999 pour que France Télécom lance en France son premier service haut débit pour le grand public. Dans les années 1990, l'Internet devient le nouveau cœur des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Quantité de nouveaux usages apparaissent. La fièvre qui jadis avait emporté les compagnies de chemin de fer puis les sociétés pétrolières, gagne rapidement l'Internet. En 2 ou 3 ans, le simple mot Internet devient le sésame qui autorise un entrepreneur inconnu du public à lever des fonds sur le marché pour revendre 10 ou 20 fois plus cher une société qui n'a pas encore récolté son premier dollar de chiffre d'affaires. Mais l'impact d'Internet sur l'économie réelle reste encore limité. La révolution ne fait que commencer. L'éclatement de la bulle Internet en 2000 marque le passage à la troisième phase, la phase d'expansion. Quelques entrepreneurs de génie vont en quelques années bouleverser le web et le rendre indispensable à tous. Google, fondé en 1998 par Larry Page et traduit en français en 2000,
devient très vite le site le plus visité au monde et entre dans la vie quotidienne de plus d'1 milliard de personnes. Tout s'accélère. L'audience de Google sera même dépassée en 2010 par celle de Facebook, ouvert au public seulement 4 ans plus tôt. À la première génération du net, celle de la connexion à des sites web diffusant verticalement de l'information, succède la seconde génération, bientôt baptisée par les geeks Internet 2.0. Désormais, chaque utilisateur émet de l'information comme il en reçoit, interagit et collabore, l'heure des wikis, des blogs et des réseaux sociaux a sonné. La valeur réelle de ce nouveau cœur est bien supérieure aux 900 milliards d'euros de revenus directement générés par Internet en 2016, et même à la capitalisation boursière des géants du net. À cette partie émergée de l'iceberg s'ajoute toute la valeur d'usage pour les entreprises et pour les particuliers de l'ensemble des contenus qui transitent gratuitement par le web, en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg, dont la valeur est inestimable et donc impossible à estimer. Les couches qui entourent Internet et forment le soleil de cette troisième révolution industrielle sont rapidement absorbées par ce cœur en expansion. À commencer par la couche télécom, la plus proche du cœur. Entre 2000 et 2015, le nombre d'accès au débit fixe passe dans le monde de 30 à 550 millions, le nombre d'accès au débit mobile de 0 à 3,4 milliards. Les volumes transportés et les débits explosent, portés par de nouveaux usages, comme la télévision sur Internet et surtout la consultation de vidéos. La frontière dite paraît entre fournisseurs d'accès Internet et opérateurs de télécom. Ces derniers investissent des sommes énormes pour dimensionner leur réseau aux nouveaux usages du web. Les réseaux de transmission finissent de basculer en mode IP, et l'arrivée dans la seconde moitié de la décennie de l'Internet sur les téléphones portables précipite l'absorption de la couche télécom par le cœur Internet. Figure 2. Le nouveau soleil. Les deux autres couches des TIC, la couche informatique et la couche matérielle, sont à leur tour bouleversées par Internet. Consoles de jeux, smartphones, tablettes numériques, à côté des ordinateurs classiques, la panoplie des équipements connectés ne cesse de s'enrichir. Leurs composants électroniques sont de plus en plus standardisés. Les logiciels basculent également dans le monde de l'Internet. Cette décennie voit déferler les logiciels en libre accès, ou open source, qui offrent à une multitude de développeurs la possibilité d'inventer de nouveaux usages et de les greffer eux-mêmes sur Internet. Toutes ces transformations engendrent d'importants gains de productivité pour les entreprises. Avec les années 2000 à 2015, l'ordinateur passe du computing au digital. Il n'est plus réservé à un usage fixe et local. Le numérique envahit notre vie quotidienne. Tout devient accessible n'importe où, n'importe quand et à partir de n'importe quel équipement. La phase de mutation vient tout juste de commencer, même si la révolution numérique a déjà transformé des pans entiers de notre économie. Au milieu de la décennie 2010, de nouveaux réseaux à très haut débit sont déployés, 10 à 20 fois plus rapides que ceux de la génération précédente. L'arrivée de la 5G, prévue aux alentours de 2020, verra à nouveau les capacités multipliées par 10. Le volume d'objets connectés est en train d'exploser et avec lui, le monde entre dans l'ère de la connectivité généralisée. L'Internet n'est plus centralisé dans de grands serveurs, mais est réparti dans tout le réseau. Partout l'homme est capable d'interagir avec son environnement, c'est l'Internet 3.0. Avec le Big Data, des volumes gigantesques de données sont collectés, transmis et traités en temps réel. Alimenté par des algorithmes toujours plus sophistiqués, l'ordinateur apprend à réagir face à toutes sortes de situations nouvelles. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la notion même de travail. Avec le cloud, cette intelligence devient accessible à tout moment et n'importe où à travers le réseau. Et avec la réalité augmentée et les progrès de la géolocalisation, la frontière entre le monde réel et le monde virtuel commence à s'estomper. L'homme est sur le point de réaliser son vieux rêve d'ubiquité. Et ensuite, au-delà de ces ruptures technologiques déjà bien engagées, on peut imaginer que dans 15 ou 20 ans, tous les savoirs accumulés dans les nanosciences, les sciences qui manipulent l'infime petit, la médecine génétique, les biotechnologies et autres neurotechnologies finiront par converger avec les technologies de l'information et de l'Internet. Ce sera peut-être le début d'une quatrième révolution industrielle, celle du savoir global. Figure 3.
Les 4 phases des révolutions industrielles. Quels enseignements tirer de ce rapide parcours historique? D'abord, il existe d'évidentes similitudes entre les 3 révolutions industrielles. Toutes les 3 sont parties d'un nouveau cœur qui, tel le Soleil en fusion, a absorbé les couches qui l'entouraient pour ensuite transformer en profondeur les relations entre les individus, les entreprises et la société dans son ensemble. La phase de gestation fut généralement la plus longue, entre 30 et 50 ans. D'où un constat. Les grandes inventions ne se transforment jamais immédiatement en usage pour les consommateurs et en débouchés pour l'industrie. Les nouveaux procédés de fabrication ont entraîné des baisses de coûts, dont les conséquences furent déterminantes. Avec l'adoption du four Bessemer, le prix de la tonne d'acier est soudain passé de 50 à 3 livres, lui ouvrant de nouveaux débouchés rendant possible l'essor de l'industrie lourde. Avec la miniaturisation des microprocesseurs, le coût de stockage d'un mégabit de données, qui était au début des années 1970 comparable au prix d'une Ferrari, équivaut aujourd'hui à celui d'une simple feuille de papier. Chacune des 3 révolutions industrielles aura fait émerger de nouveaux flux d'échanges. Transport des marchandises avec le train et le steamer, des personnes avec l'automobile et l'avion puis de l'information avec les réseaux haut débit. Enfin, ces évolutions ne sont pas linéaires, toutes ont été ponctuées de cracks, de crises de croissance et autres éclatements de bulles. Pourtant, de grandes différences opposent la révolution numérique aux 2 révolutions précédentes. Ces différences sont cruciales, elles nous serviront de repère pour expliquer les retards de l'Europe mais aussi ses atouts. D'abord, si par analogie nous avons jusqu'ici employé le terme de révolution industrielle, la révolution numérique est avant tout une révolution de services. Dans la nouvelle économie, la frontière entre le produit et le service s'estompe, le produit n'est plus conçu sans les services qui lui sont associés. Si les 2 premières révolutions à l'origine de l'industrie moderne se sont traduites par d'énormes gains de productivité dans les usines, la productivité des services a dans l'ensemble peu augmenté jusqu'à la fin du XXe siècle. La révolution numérique, en rendant plus efficace le fonctionnement du secteur tertiaire, constitue un immense gisement de productivité pour les services. 25 ans ont suffi pour parcourir les 2 étapes intermédiaires de la révolution numérique, tandis que 60 ans furent nécessaires pour traverser les phases d'éclosion et d'expansion des révolutions précédentes. En moins de 10 ans, Internet a changé nos vies, 15 ans si l'on fait remonter l'Internet grand public au lancement des premiers navigateurs, Mosaic en 1993 puis Netscape en 1994. Songeons qu'en France presque un demi-siècle sépare la Peugeot Phaéton Type 7, première automobile montée en série, de la Renault Juva 4, première voiture conçue pour Monsieur Tout-le-Monde. Le temps s'est accéléré. Nous tenterons dans les pages qui suivent d'en comprendre les raisons en expliquant l'originalité des lois qui régissent l'économie numérique. Lors des révolutions industrielles antérieures, des entreprises ou des particuliers pouvaient gratuitement bénéficier des efforts déployés par d'autres acteurs. C'est le phénomène des externalités dont un exemple bien connu est l'impact bénéfique de la construction d'une voie ferrée ou d'une autoroute sur les régions traversées. Avec la révolution numérique, les externalités changent de dimension, elles se globalisent en raison du coût quasiment nul du transport de l'information. Ainsi, une application développée par un chercheur américain de Palo Alto peut, en quelques semaines, contribuer à améliorer l'efficacité quotidienne de millions d'Européens et de Chinois. Ici réside la différence la plus fondamentale. La révolution numérique est mondiale. Si des écarts existent entre les leaders du numérique, États-Unis, Japon et Corée en tête avec le reste du monde, ces écarts sont peu de choses comparés au gouffre qui séparait en 1850 l'Angleterre du reste de l'Europe, ou même les États-Unis triomphants des années 50 de l'Europe de la reconstruction. Mieux encore, alors que des continents entiers sont complètement restés en marge des révolutions industrielles précédentes, il y a en 2017 2 fois plus d'internautes dans les pays émergents que dans les pays développés. Le taux de pénétration du mobile en Afrique subsaharienne dépassait 43% en 2016, niveau atteint en Europe en 2002. Un retard d'à peine plus de 10 ans, ce n'est rien à l'échelle de l'histoire économique. Dans certains domaines de l'économie numérique, c'est même l'Afrique qui court en tête. S'il est une dernière leçon à retenir,
c'est bien notre incapacité à prédire les usages numériques de demain et leurs conséquences sur l'économie. Il y a à peine plus de 10 ans, l'iPhone n'existait pas. Seuls quelques hommes d'affaires consultaient leurs emails et surfaient sur leur téléphone mobile. Les tablettes n'étaient pas encore sorties du cerveau de Steve Jobs. La télévision en haute définition était encore un rêve. Facebook venait à peine d'ouvrir son réseau social au grand public et YouTube, créé en 2005, était encore à ses débuts. Il y a 25 ans, en 1992, l'humanité vivait encore à l'âge du cuivre. Il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet, seulement un foyer sur 10 possédait un ordinateur personnel. Et dans 10 ans, que dirons-nous de l'année 2017 ? Cette phase de mutation nous réserve bien des surprises. Première partie, une bataille planétaire. Chapitre 1, le numérique impose ses lois. La révolution numérique est planétaire. Partie des États-Unis, elle s'est propagée comme une traînée de poudre sur tous les continents. Il est impossible d'expliquer comment le numérique a envahi aussi vite notre vie quotidienne et transformé en profondeur des pans entiers de l'économie, sans comprendre au préalable que cette troisième révolution repose sur des lois entièrement nouvelles. Ces lois sont à l'origine de l'explosion des réseaux et des usages. Avec elles, tout s'accélère, de nouveaux acteurs apparaissent, d'autres que l'on croyait puissants sont engloutis. Les cartes sont sans cesse rebattues. Aujourd'hui distancée, l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Depuis les 2 chocs pétroliers, les gains de productivité ont fortement ralenti en Europe. Ils sont de l'ordre de 1 à 2% par an, c'est 2 fois moins qu'à l'époque des 30 Glorieuses. En comparaison, l'économie numérique affiche des gains de productivité infiniment plus élevés. Observons par exemple le trafic Internet. Il augmente dans le monde d'environ 35% par an, tous réseaux confondus. Pourtant, les opérateurs de télécommunications acheminent ce trafic avec un volume d'investissement annuel qui n'augmente pas, et avec des effectifs plutôt orientés à la baisse. Si les lois de l'économie traditionnelle ne permettent pas d'expliquer un tel dynamisme, c'est bien que l'économie numérique obéit à d'autres lois. Les nouvelles lois de production. En 1971, la société américaine Intel parvient à réunir tous les transistors d'un processeur électronique sur le même circuit. Le premier microprocesseur est né. Depuis cette époque, la taille des transistors qui composent les microprocesseurs n'a cessé de diminuer, passant de quelques microns à quelques nanomètres. La proximité entre chaque transistor réduit les temps de réaction ainsi que les déperditions d'énergie. Mais surtout, elle en réduit considérablement les coûts de fabrication. En 1965, Gordon Moore, à l'époque patron d'Intel, dégage de ses observations un constat: tous les 18 mois, la puissance des processeurs double. 10 ans plus tard, Moore reformule sa loi: tous les 2 ans, le nombre de transistors contenus sur une puce double. À la stupéfaction générale, presque un demi-siècle plus tard, la loi de Moore reste toujours valide. La puissance des équipements informatiques croît toujours au même rythme exponentiel. Cette miniaturisation des microprocesseurs est au cœur du processus d'innovation qui entraîne avec lui toute l'économie numérique. Qui en 2000 aurait prédit qu'en 2015, la puissance de traitement d'un téléphone portable excéderait largement celle d'un PC de l'époque et même celle des plus gros centres de calcul des années 1970 qui permirent d'envoyer des hommes sur la Lune? Mais ce n'est pas tout. Traiter en un instant un volume considérable d'informations n'aurait qu'un intérêt limité si l'on ne savait pas les stocker. Or, depuis les premiers ordinateurs, les capacités de stockage ont augmenté à une vitesse vertigineuse. Le chercheur américain Mark Kryder constate que la capacité des disques durs double chaque année. Ainsi, la capacité moyenne d'un disque dur qui n'était que de 100 mégaoctets en 1990 est passée à 10 gigaoctets en 2000, pour atteindre plusieurs téraoctets de nos jours. Concrètement, cela signifie qu'un disque dur pouvait stocker 2 heures de musique en 1990, 6 jours en 2000, tandis qu'aujourd'hui un fan de musique aura besoin de 4 ans pour venir à bout de tous les hits stockés sur son disque dur. Voilà de quoi satisfaire les plus insatiables mélomanes. Nous avons vu que la phase d'éclosion de la révolution numérique résultait d'une triple rupture. La numérisation des contenus, l'arrivée du protocole Internet et la connectivité.
Les lois de Moore et de Crider n'auraient pas suffi à provoquer cette rupture si à l'explosion des capacités de traitement et de stockage de l'information ne s'était ajoutée une troisième explosion, celle des capacités de transport. Un auteur américain, George Gilder, toujours à partir de l'analyse du passé, énonce une troisième loi. La capacité des systèmes de télécommunication triple tous les 12 mois. Les évolutions récentes des réseaux en fibre optique viennent confirmer ce rythme de croissance. Martin Cooper, un ancien directeur de Motorola considéré comme l'inventeur du premier téléphone mobile, s'intéresse quant à lui aux techniques de compression des informations numériques avec pour objectif d'en réduire le volume. Son constat est voisin de celui de Gilder. Les capacités de transmission des fréquences radio doublent tous les 30 mois. Cooper va encore plus loin. Il démontre que cette loi est restée valide depuis l'invention de la TSF par l'italien Guglielmo Marconi. Toute la question est de savoir si ces équations, ce sont en réalité plus des constats empiriques que de vraies lois, continueront à se vérifier dans l'avenir. La miniaturisation extrême se heurte en effet aux lois de la physique. Une fois atteinte la taille moléculaire, on voit mal comment la gravure des puces pourra devenir encore plus fine. En outre, la proximité extrême des composants entraîne l'apparition de bruits qui freinent leur performance. Enfin, la course aux fréquences supérieures, un des facteurs explicatifs de la loi de Gilder, n'est désormais plus possible. Des fréquences radio trop élevées dégagent une trop forte quantité de chaleur, susceptible de faire fondre la puce en silicium. Pour contourner ces obstacles, les fabricants commencent à produire des puces en 3 dimensions où les transistors sont empilés les uns sur les autres. D'autres solutions pourraient consister à intégrer plusieurs composants sur la même puce, processeur, carte graphique, à améliorer l'isolation des transistors pour lutter contre les effets parasites ou encore à imaginer de nouvelles architectures logicielles, notamment en transférant le plus d'intelligence possible des terminaux vers les plateformes situées dans le réseau. La question de l'épuisement, ou en tout cas du ralentissement des lois de Moore-Crider, Gilder et Cooper reste néanmoins posée. Les nouvelles lois de l'utilité. Un autre grand principe de l'économie classique est la loi d'utilité. Chaque consommateur attribue un certain niveau d'utilité aux marchandises et aux services qu'il consomme. Dans sa théorie de l'équilibre général, Léon Walras montre qu'il existe toujours un seuil à partir duquel l'utilité marginale, c'est-à-dire le surplus d'utilité procuré par l'acquisition d'une unité supplémentaire de ce bien, commence à diminuer. L'utilité marginale finit même par devenir négative lorsque le consommateur se retrouve envahi par un trop grand nombre de marchandises similaires. Tout cela est finalement question de bon sens. Mais comment expliquer la croissance exponentielle des usages dans l'économie numérique ? La demande numérique semble infinie et la courbe d'utilité ne jamais s'infléchir. Avec le passage du Web 1.0 où l'on se connectait uniquement à de gros serveurs, au Web 2.0 où tout le monde s'échange quantité de contenu, puis au Web 3.0 où tout objet devient communicant, le trafic de données croît à un rythme qui ne ralentit pas. Dans l'économie traditionnelle, un objet rare a beaucoup de valeur. Celui qui est produit en masse non seulement coûte beaucoup moins cher, mais en se banalisant, sa valeur d'utilité diminue. Dans l'économie numérique, la production explose, mais la valeur accordée aux services numériques ne baisse pas pour autant. Un supplément d'offres trouve toujours de nouveaux débouchés. La vieille théorie de Jean-Baptiste Say s'en trouverait presque réhabilitée. Volume produit et valeur d'utilité ne sont plus corrélés. À nouveau, il nous faut rechercher des explications ailleurs. Robert Metcalfe, fondateur de la société 3Com, montre que le nombre de liens dans un réseau est égal au carré du nombre d'extrémités. Ainsi, l'utilité d'un réseau croît de façon exponentielle par rapport au nombre d'utilisateurs reliés entre eux. Dans les réseaux de télécommunications traditionnels, l'utilité perçue par les utilisateurs se heurte néanmoins à une contrainte liée au coût des appels, notamment lorsque l'appelé est situé dans un pays où les coûts de terminaison d'appel sont élevés. Encore une fois, l'arrivée d'Internet bouleverse la donne. Tous les internautes sont connectés entre eux grâce à leur adresse IP qui, contrairement au numéro de téléphone, ne dépend pas de leur adresse physique. Il n'est dès lors pas plus cher d'envoyer une vidéo à son cousin d'Amérique qu'à son voisin de palier. On objectera qu'être connecté dans le monde à 3 milliards d'internautes
n'a en soi qu'une utilité théorique. C'est pourquoi en 1999, l'informaticien américain David Reed montre que l'utilité d'un réseau dépend du nombre de sous-groupes d'utilisateurs susceptibles de se former en son sein. 10 ans plus tard, l'essor fulgurant des réseaux sociaux confirme son intuition. Facebook et les autres réseaux sociaux démultiplient l'efficacité d'Internet. Une rumeur lancée sur Twitter a le temps de faire plusieurs fois le tour de la planète, avant d'être reprise par la radio ou la télévision. Et cela pour une raison simple, les relations de vos relations sont très nombreuses. Il est très probable que vous soyez au 5e degré ami du président des États-Unis, mais aussi d'un chauffeur de taxi de Jakarta. Retenons simplement que la loi de Reed est la version actualisée et encore plus puissante de la loi de Metcalfe. Une traînée de poudre planétaire. L'économie numérique n'a pas détruit les lois de l'économie traditionnelle. Elle leur a superposé ses propres lois. Tout comme les 2 premières révolutions industrielles, la révolution numérique a mis en place ses propres cercles vertueux de croissance, mais à la différence de la révolution de la vapeur et du charbon et de celle de l'électricité et du pétrole, la révolution numérique n'est ni européenne ni américaine, elle est globale. Nous avons vu que l'économie numérique reposait sur 3 piliers. La numérisation des données qui permet de stocker l'information, le web ou réseau IP qui permet de la transporter et la connectivité qui permet d'y accéder. À ces 3 piliers, David Reed propose d'en ajouter un 4e, le réseau social qui permet de collaborer. Avec ces 4 piliers, la circulation de l'information est devenue complètement fluide, les entreprises et les individus où qu'ils se trouvent peuvent travailler entre eux, accéder aux connaissances, participer à l'innovation, créer de nouveaux marchés. La rupture est globale. Sur tous les continents, elle concerne les entreprises, les individus et le fonctionnement de la société dans son ensemble. La phase de mutation, 4e période de la révolution numérique, ne fait que commencer. Les nouvelles lois de la production, celles de Moore, Crider, Gilder et Cooper, conjuguées aux nouvelles lois de l'utilité, celles de Metcalfe et Reed ont une autre conséquence, la révolution numérique n'est pas seulement globale, elle porte également en elle les germes de son accélération. Ces lois encouragent en effet une diffusion de l'innovation beaucoup plus rapide qu'autrefois. Un siècle sépare l'invention du téléphone par Graham Bell de sa généralisation dans tous les foyers français à l'aube des années 1980. 40 ans se sont écoulés entre les premiers essais de télédiffusion du haut de la Tour Eiffel en 1935 et la grand-messe quotidienne du 20h dans tous les foyers français. Les premiers téléphones portables sont lancés au début des années 90 et 15 ans plus tard, les smartphones 3G envahissent nos poches. En 2017, les réseaux 4G sont à peine déployés dans le monde, qu'est annoncée l'arrivée prochaine de la 5G. L'explosion des réseaux sociaux, ou encore des services cloud hébergés dans le réseau est aussi fulgurante. Car la révolution numérique constitue son propre vecteur de diffusion de l'innovation. En rendant quasi nul le coût de transmission de l'information, mais aussi en permettant à des créateurs d'idées nouvelles de venir greffer leurs inventions sur un écosystème déjà existant, la révolution numérique facilite la diffusion des innovations qui lui font sans cesse franchir de nouvelles étapes. Un autre facteur explique l'accélération des cycles d'innovation. Passer de la sidérurgie traditionnelle au four Bessemer nécessitait de reconstruire tous les hauts fourneaux, construire l'Airbus A380, le plus gros avion commercial du monde, obligea à repenser entièrement des usines d'assemblage aéronautique. Passer de l'Internet bas débit au haut débit, du Web 1.0 au Web 2.0 ou du réseau mobile 3G au réseau 4G nécessite certes d'investir dans des équipements nouveaux, cartes ADSL, serveurs de données ou antennes cellulaires. Mais pour l'essentiel, ces innovations ont pu se diffuser aussi vite parce qu'elles reposaient sur des infrastructures existantes. D'une vitesse initiale de 512 kbps, soit déjà 10 fois plus que l'Internet bas débit, l'ADSL est passé en quelques années à 8, puis 20 Mbps, voire 50 avec la technique du VDSL. Le haut débit a offert une cure de jouvence à la vieille paire de fils en cuivre, qui reliait chaque abonné au réseau téléphonique. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la fibre optique jusque dans les foyers, que l'on commence à retirer le vieux fil de cuivre qu'un agent des PTT vint un beau jour des années 1970 installer dans notre maison.
Cette accélération de l'innovation entraîne à son tour une explosion des usages dont l'Europe bénéficie à l'égal du reste du monde. Chapitre 2 : L'explosion des usages. Nous savons que sur un marché traditionnel, l'offre et la demande se rencontrent en un point d'équilibre qui détermine les volumes et les prix. Sur les marchés des services numériques, offre et demande semblent obéir à une spirale de croissance infinie. Les nouvelles lois de production entraînent une croissance exponentielle de l'offre qui favorise l'émergence de nouveaux usages, lesquels entraînent à leur tour une explosion de la demande d'équipements et de services numériques. Les données numérisées pouvant être dupliquées et transportées à l'infini pour un coût marginal très faible, l'offre s'ajuste en retour à ce surplus de demande sans que les prix n'augmentent. Si dans la course aux usages numériques, les Européens sont encore en retard par rapport aux Américains et surtout aux Japonais et aux Coréens, ce retard devrait bien vite être comblé. Figure 4. La spirale de croissance des nouveaux marchés numériques. Le réseau, une économie de l'offre ? Les capacités de traitement des processeurs, de stockage des serveurs et de transport des réseaux augmentent à un rythme si rapide que le facteur humain peine à suivre. Et si le consommateur découvre chaque jour de nouveaux usages qui rendent sans cesse sa vie plus numérique, ces usages demeurent bien en deçà de ce que la puissance des ordinateurs et la capacité des réseaux permettent d'imaginer. Pourtant, l'offre numérique crée sa propre demande. Ce n'est pas le niveau actuel des besoins qui pousse à investir dans des réseaux toujours plus rapides. C'est le pari jusqu'à présent toujours vérifié que ces nouveaux réseaux feront éclore de nouveaux besoins, auxquels répondront de nouveaux usages. Ce point est essentiel, il explique l'hyperdynamisme d'Internet. Les acteurs du net, au cœur de notre nouveau soleil, ne connaîtraient pas un taux de croissance de 15% par an si en amont, les capacités des réseaux ne se développaient pas aussi vite. La durée de vie d'un réseau de télécommunications est très longue, bien supérieure à 50 ans. Les câbles en fibre optique qui remplacent depuis une trentaine d'années les câbles en cuivre dans la partie centrale des réseaux seront encore là dans plusieurs générations. Il est donc crucial de savoir anticiper les besoins longtemps à l'avance lorsqu'on dimensionne l'infrastructure des réseaux. Les câbles sous-marins, épine dorsale du trafic Internet entre les continents, en fournissent un bon exemple. Leur pose représente un énorme investissement et leurs capacités sont dimensionnées à partir de projections de trafic à très long terme. En revanche, les équipements actifs comme les routeurs de trafic ou les plateformes de services ont une durée de vie plus courte, de l'ordre de 10 à 20 ans, tandis que la durée de vie moyenne d'un ordinateur n'excède pas 4 ans et celle d'un smartphone 2 ans. Tout comme les embouteillages se concentrent à l'entrée des grandes villes, les phénomènes de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.